Elisabeth. Donc, pour cette introduction, je vais voir, est-ce que j'arrive à faire marcher. Ah oui, donc le pointeur, ça marche. Pour faire défiler les transparents. OK. Donc, merci pour cette introduction. Déjà, une bonne nouvelle, Elisabeth m'a présenté comme le directeur du CEFREM. C'est vrai, j'étais le directeur du CEFREM pendant presque 12 ans, mais depuis 4 jours, je ne le suis plus. Donc, c'est ma directrice adjointe a repris le relais. Et donc, ce qui me laissera un peu plus de temps pour m'occuper des questions de recherche, et en particulier ces questions de l'eau qui m'intéressent beaucoup. Je veux aussi remercier de manière générale Elisabeth pour avoir maintenu ce colloque ici à Port-Vendre, qui est vraiment un colloque de très grande qualité. Les intervenants, c'est vraiment des intervenants de très grande qualité. Je regrette beaucoup, j'aurais aimé de rester beaucoup plus aussi pendant ces 4 jours un peu ici. Là, j'étais encore beaucoup pris dans mes fonctions un peu de responsabilité à l'université. Et voilà. Mais l'année prochaine, je prendrai un peu plus de temps. Et encore dans la partie introductive, évidemment, là, je parlerai ce qui est affiché, les pratiques économiques en lien avec les ressources en eau. Moi, je suis géologue de formation, donc de spécialité géochimiste, hydrogéochimiste, donc je connais rien de l'économie. Mais effectivement, ce que je veux, pourquoi c'est affiché dans ce sens-là, parce que ça fait 20 ans qu'on travaille sur les problématiques de l'eau à différentes échelles, mais entre autres et aussi à l'échelle locale. Et donc, dans ces travaux, effectivement, on a de plus en plus réalisé que pour répondre aux questions, aux problèmes qui se posent, il faut aller vers, on ne peut pas rester dans nos disciplines, il faut aller vers la pluridisciplinarité. Donc, j'ai commencé à travailler avec des collègues géographes ou économistes et aussi historiens. Et donc, un peu, c'est cette pluridisciplinarité qui est intéressant. Et justement, on vient d'afficher une thèse un peu dans ce sens-là, parce que on a beaucoup entendu parler, là, Yves a fait une super présentation, c'était vraiment l'introduction parfaite, un peu par rapport à ce que je vais présenter par la suite. Donc, on parle beaucoup de projection vers l'avenir. Mais dans ce qu'on appelle aujourd'hui le grand mot à la mode, c'est les trajectoires. Si on veut comprendre les trajectoires dans lesquelles on se trouve dans ce contexte un peu du changement climatique, il faut aussi un peu regarder vers le passé. Et c'est ce qu'on va essayer un peu de faire, parce qu'on n'est pas, si on est là où on est aujourd'hui, c'est aussi le résultat des choix qui ont été faits dans le passé et qui ont éventuellement aussi nous bloqué ou qui risquent de nous bloquer dans les approches d'adaptation pour l'avenir. Longue introduction. Alors, justement, j'ai dit, j'ai parlé, ça fait 20 ans que je travaille un peu sur la problématique ici à l'échelle locale. J'ai encadré 3 thèses ou co-encadré. Il y a une 4e justement qui est affichée, qu'on veut démarrer et qui a aussi un peu donné le titre à ma présentation. Et voilà, donc, mais tout d'abord, je suis un peu trop rapide. Si je parle des ressources en eau, parce qu'en gros, on peut distinguer 2 types de ressources en eau, les ressources en eau superficielles et les ressources en eau souterraines. Ici, dans la région, le 2 joue un rôle très important. Donc, on a aussi des aquifères très, très productifs et beaucoup aussi de la problématique de l'eau est liée à la diminution des niveaux dans les aquifères. Moi, je parlerai par la suite plutôt de ressources en eau superficielles. Donc, tout en sachant que, bien sûr, les deux sont connectés. Et
de moins en moins qu'on va vers la profondeur. Par exemple, l'eau potable qu'on boit à Perpignan, ça vient des aquifères du Pliocène. On peut considérer que c'est de l'eau qui est très très vieille, c'est de l'eau d'une certaine manière fossile. Donc ce qu'on boit aujourd'hui, c'est de l'eau qui s'est formée il y a plusieurs milliers d'années. Donc effectivement, ici, les connexions sont moins présentes. Par contre, effectivement, tout ce qui est usage agricole et tout ça, les connexions entre l'eau de surface et les nappes superficielles sont beaucoup plus actives. Mais dans cette... alors, qu'est-ce que c'est les ressources en eau? Comment on peut les définir? Il y a une définition assez simple. On appelle ça l'eau bleue. Donc, c'est la différence entre ce qui tombe par la pluie et ce qui s'en va par l'évapotranspiration. Et on peut aussi considérer ce plus ou moins quand c'est assimilable au débit de fleuve. Ce n'est pas tout à fait le cas parce que l'écoulement, ce qui est représenté ici par le cul, ça peut se faire aussi dans le sous-sol, mais globalement, c'est beaucoup plus lent qu'à la surface. On peut retenir l'ordre de grandeur à l'échelle globale. Ça représente peut-être 10% l'écoulement dans le sous-sol par rapport à l'écoulement de surface. Et les données de débit de fleuve sont donc une assez bonne approximation de ce qui représente la ressource en eau de surface. Ce qui fait d'ailleurs aussi, parce que les ressources en eau, c'est une ressource économique, et nous, les chercheurs, on réalise aussi, ça devient de plus en plus difficile d'avoir accès à ces données-là, parce que c'est une donnée économique, et tout le monde n'a pas forcément envie de partager ces données-là. Par exemple, Elisabeth l'a dit, je suis intervenu aussi dans des écoles d'été en Égypte. Si vous voulez avoir le débit du Nil, c'est quelque chose de très compliqué parce que c'est une donnée très très chaude, entre guillemets. Ok, donc là, je fais un peu un petit historique de nos recherches qu'on a fait. Donc, je commence par rapport aux différentes thèses. Et donc, la première fois, j'ai commencé à travailler là-dessus, c'est la thèse de Franck Lespinasse. Donc, vous voyez, c'est au début des années 2000. On a quand même, en travaillant sur le fleuve ici, d'un point de vue géochimique et autres, on a quand même réalisé qu'il y a une sécheresse un peu qui s'installe. Et on a voulu un peu commencer cette problématique. Qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on a regardé quelles sont les données hydrologiques qu'on a à disposition. Ce sont les différentes stations de jaugeage où les débits mesurés, donc dans notre région. Et la région qu'on a regardée, effectivement, à l'époque, on appelait ça encore le Languedoc-Roussillon. Aujourd'hui, c'est l'Occitanie-Est. Donc, on a regardé un ensemble de 6 fleuves côtiers, du Tech un peu chez nous, qui vont jusqu'à l'Hérault dans le nord. Ce qui était intéressant, on n'a pas uniquement regardé les stations de jaugeage à l'exutoire. On a aussi, il y a quelques stations de jaugeage en amont, ce qui nous a permis de sous-diviser l'ensemble de la zone en 15 unités hydrologiques qu'on a regardées. Et après, vous voyez de l'autre côté, c'est les données de Météo France, les données où on mesure les températures et les précipitations. Donc, on avait une bonne centaine des données sur les précipitations. Et à l'époque, c'était un peu un travail à l'ancienne, parce qu'aujourd'hui, les données sont proposées par Météo France, déjà un peu homogénisées, spatialisées, qu'on peut beaucoup plus facilement utiliser. Mais nous, c'était encore, on a dû les extrapoler nous-mêmes, on a dû faire les tests statistiques, est-ce qu'il y a des ruptures dans les séries, etc., etc. C'était un premier travail. Après, je vous montre effectivement pour l'ensemble de la zone d'étude quelque chose. Yves l'a bien montré aussi de manière générale pour la France. Les précipitations, on n'a pas pu détecter des changements. Par contre, au niveau des températures, on était vraiment dans une phase. On a regardé les 40 dernières années, parce qui étaient plus ou moins couverts avec des données de débit. Et là, on était vraiment dans une phase d'augmentation de température assez nette.
L'ordre de grandeur, c'est 1,5 degré qui correspond à cette augmentation. Je reste avec la température. Qu'est-ce que ça représente saisonnièrement? Et c'est en parfait accord donc, que ce que Yves a présenté. Donc, vous voyez, on a nos 15 sous-bassins qui sont représentés ici avec le numéro. Et on a regardé quelle est, dans ce sous-bassin, l'augmentation de la température en fonction de la saison. Et donc, effectivement, s'il n'y a pas de couleur, statistiquement, ce n'était pas significatif. Et le plus que ce rouge, effectivement, le plus fort était l'augmentation. Et ce qui est très, très intéressant, on pouvait voir qu'effectivement, le réchauffement ici s'est produit surtout au printemps, en été, pendant la période chaude, tandis que l'automne et l'hiver, c'était beaucoup, beaucoup moins important. Donc, on était presque 2. Vous voyez, ça pouvait aller jusqu'à 3,5 degrés sur les 40 années. Et c'est parfaitement en accord ce que Yves a montré. Donc, on a un déplacement des cellules de convection, la cellule de Hadley, qui se déplace un peu vers le nord. Et justement, dans notre région, parce que le climat méditerranéen, c'est par définition, on est en hiver sous l'influence, c'est plutôt un climat tempéré, sous l'influence de l'humidité qui arrive avec le vent d'est. Mais en été, on est sous la forte influence des hautes pressions subtropicales et ce régime devient de plus en plus présent dans notre région. Donc, après, qu'est-ce que ça a représenté au niveau des ressources en eau, des débits de fleuves? Donc, il n'y avait pas eu une réponse très, très généralisée. Donc, on a pu détecter, effectivement, il y avait 2 régions où on détectait des baisses significatives des débits. D'un côté, un peu chez nous, en hauteur, en montagne, l'amont des bassins versant un peu local, la Tête et aussi l'Aude. Et de l'autre côté, effectivement, dans le nord, c'était dans l'Hérault et l'Orbe, c'était plutôt les parties basses qui montraient des signes, il y avait une baisse des débits. Après, il y a des choses un peu particulières. Vous voyez même une augmentation, mais il faut savoir, on a fait un peu dans ces approches, on a fait la différence entre l'eau qui rentre et l'eau qui sort. Pour la partie Perpignan, ce bilan est négatif parce qu'il y a beaucoup de l'eau qui part ailleurs. Donc, et effectivement, il y a une très très légère augmentation, mais pour un débit négatif. Et c'était un peu l'interprétation parce que dans cette période, il y avait la création du barrage de Vinsac qui a un peu peut-être optimiser l'irrigation là-dedans. Mais quand même, on a pu détecter, globalement, il y avait quand même pour l'ensemble de la zone une baisse de la ressource de 20%, qui n'est pas rien. Donc, c'était un peu un premier résultat. Après, c'est bien plus tard, 15 ans un peu plus tard, effectivement, on a démarré une deuxième thèse là-dessus. C'est la thèse de Camille Labrousse. Et parce que les données de Météo France sont produites de manière spatialisée, nous, à l'époque, on a travaillé avec une résolution mensuelle. Là, on les avait à disposition avec une résolution journalière. Et donc, on a un peu repris ce travail. Aussi, c'était pas uniquement les 40 dernières années, parce que les données de Météo France, ils sont rassemblés dans la banque de données Safran, et donc on les a à disposition pour toute la France, depuis 1959 jusqu'à aujourd'hui, à haute résolution. Et l'idée, c'était aussi déjà un peu d'aller un peu plus loin. Qu'est-ce que ça peut avoir comme impact sur les pratiques agricoles? Donc là, la zone d'étude, c'était la même chose. Donc vous voyez les 6 bassins versants, le fleuve côtier. Là, on a utilisé les grilles Safran, donc qui sont avec une résolution spatiale un peu, bon, c'est 8 km x 8 km, un peu grossière, mais effectivement, on avait les données à résolution journalière à disposition. Par contre, on a perdu un peu la distinction en sous-bassin, parce que malheureusement, les données de Lebie sont de moins en moins disponibles. On perd d'une année à l'autre de plus en plus des données de stations de jaugeage. Il y a les économies qui se font. Donc, effectivement, on a de moins en moins de données à disposition.
La représentation de la même chose, effectivement, pour l'ensemble de la zone d'étude. Effectivement, l'évolution de la température est un peu moins homogène sur les 60 ans comparé aux 40 ans qu'on a regardé. Donc, effectivement, il y a cette forte augmentation qu'on avait déjà observée avant. Après, l'augmentation est toujours là, mais un peu ralentie. Par contre, pour les précipitations, il y a des premiers signes de baisse qui sont apparus. Effectivement, ce n'était pas hautement significatif. Et là, la représentation pour les différents bassins, donc l'augmentation de la température. Et on voit déjà, elle n'est pas complètement homogène. Donc ici, dans la partie centrale, effectivement, c'est de l'ordre aussi 1,5 degré sur les 60 ans. Par contre, effectivement, dans le nord, ça s'est réchauffé beaucoup plus. Et là aussi, c'est bien en accord de ce que Yves a montré, parce qu'effectivement, le bassin du nord fonctionne climatiquement un peu différemment que chez nous, parce qu'ici, on est beaucoup plus aussi sous l'influence de l'apport de l'humidité. Il y a les corridors, l'ouverture via la Garonne, un peu vers l'Atlantique. Et effectivement, le climat chez nous est un peu différent, dans les bassins chez nous, un peu différent que dans le nord. C'est peut-être un peu compliqué cette représentation parce que saisonnièrement, qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez ici, on a distingué la tendance annuelle, ça c'est l'hiver, ça c'est le printemps, l'été et l'automne. Et là, vous avez, parce que dès qu'on fait des tendances, il faut attribuer statistiquement un seuil de significativité. Et le plus que c'est foncé, effectivement, c'est plus que c'est significatif. Mais on voit que c'est partout très significatif, cette augmentation de la température. Par contre, aussi ce qui confirmait bien, en été, le printemps-été, le réchauffement est à peu près 2 fois plus important qu'en hiver. Pour les précipitations, donc je vous ai dit aussi la représentation un peu spatiale. Et justement, on avait détecté chez nous la baisse des précipitations un peu plus significative, un peu plus remarquable par rapport au nord. Donc, en particulier la tête, effectivement, ça s'est déjà présenté. Et maintenant, la représentation de la même façon d'un point de vue saisonnière. Donc, effectivement, les couleurs sont moins foncées parce qu'encore les tendances sont moins significatives. Mais effectivement, et là, ce qui est intéressant, on voit bien la différence au niveau du fonctionnement des bassins versants, parce que chez nous, effectivement, la baisse des précipitations, c'est surtout en été, donc très forte baisse des précipitations. Par contre, dans l'Euro et l'Orbe, c'était plutôt en hiver. Et c'est effectivement ce qui peut aussi expliquer, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais on sait pourquoi effectivement ces bassins, ce sont des bassins beaucoup plus méditerranéens que chez nous, parce qu'ils sont beaucoup plus sous l'influence des masses d'air d'origine de la Méditerranée, tandis que nous, on est aussi plus sous l'influence des masses d'air d'origine atlantique. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour les ressources en eau? Et ici, ça, c'est la représentation de l'évolution des débits au niveau annuel sur les 60 dernières années. Et on voit que effectivement, les valeurs sont très inquiétantes parce que là, on a pu démontrer la tendance vers la baisse de débit s'est généralisée. On a partout une baisse de 30 à 40% des débits sur les 60 dernières années. Effectivement, ceci est énorme. Vous voyez deux valeurs parce que nous, on a établi des modèles empiriques, de régression empirique. Je vais revenir vers ça. Mais on a aussi comparé, il y avait dans les données de Météo France, il y a aussi des modules hydrologiques qui sont contraintes par les observations, donc ce n'est pas vraiment indépendant, mais c'était effectivement, on trouvait exactement les mêmes tendances. Et à retenir, effectivement, ceci est énorme.
Juste pour l'ordre de grandeur, pour illustrer, là, les trois bassins qui sont dans notre département, parce que par la suite, je veux surtout parler ici des Pyrénées-Orientales. On a les trois fleuves côtiers. Vous voyez les débits moyens, les baisses qu'on a détectées. Donc, on avait peut-être une ressource en eau de l'ordre de 30 mètres cubes par seconde. La baisse, ça représente 10 mètres cubes. C'est énorme. Pourquoi j'illustrais ça? Parce qu'on parle, on fantasme ici beaucoup. Ah là, il y a le tuyau du Rhône qui va venir, qui va nous sauver. Évidemment, c'est actuellement en étude. J'ai pas vu le rapport encore, mais j'ai dû comprendre que on parle, si jamais cette eau arrive, on parle peut-être de 1 à 2 mètres cubes qui pourrait apporter. Effectivement, même si ça arrive, il faut pas fantasmer. Ça pourra représenter que peut-être 10% ou 20% de la perte de la ressource en eau qu'on a subie. Ça ne va pas sauver la situation et surtout aussi, bien sûr, je pense que les agriculteurs vont jamais rien voir un peu de cette eau-là. Donc, effectivement, ça ne va pas résoudre le problème. Voilà. Après, évidemment, la grande question, on présente un peu ce résultat. C'est alors, est-ce que ça veut dire que le changement climatique a provoqué une baisse de la ressource en eau de 30 à 40%? Bien sûr, il faut faire attention parce qu'il y a aussi les usages. Donc, on a aussi regardé, et en particulier, vous allez voir par la suite, ici, chez nous, il y a beaucoup d'irrigation qui s'est fait. Et donc, tous les mois, évidemment, non, ce n'est pas le climat, c'est les usages qui sont responsables. Donc, on a un peu regardé alors l'évolution des usages. Là, mais d'abord, il faut constater ici, on est dans une région qui est très affectée par la déprise agricole. Pour l'Occitanie-Est, la surface agricole a baissé de 20%. Dans les PO, beaucoup plus, de l'ordre de 35%. Effectivement, globalement, on a de moins en moins d'agriculture dans la région. Ça, c'est l'agriculture de manière générale. Après aussi, j'ai essayé de voir un peu, trouver les données sur l'irrigation. C'est un peu plus compliqué. Vous voyez ici les estimations sur les surfaces réellement irriguées et sur les surfaces potentiellement irrigables. C'est intéressant. On voit effectivement pourquoi c'est différent. On voit une baisse à la tendance de l'irrigation, mais effectivement, les surfaces potentiellement irrigables, ils ont augmenté. Pourquoi? Parce qu'on est passé de plus en plus de l'irrigation gravitaire, qui est historiquement, vers l'irrigation sous pression. Donc potentiellement, on pouvait irriguer des surfaces beaucoup plus importantes. Je vais aussi revenir un peu vers ça. Mais effectivement, globalement, il y a quand même une tendance à la baisse. Après, j'ai pas trop parlé un peu des modèles empiriques qu'on a utilisés. On a quand même fait des tests et on a pu quand même, pour tous nos bassins versants qu'on a regardés, on a pu démontrer que les tendances détectées, on arrive à les expliquer à 80 à 90% la variabilité avec l'évolution des paramètres climatiques uniquement. Je ne rentre pas dans les détails quel type de paramètres, mais effectivement, on peut expliquer la variabilité, surtout avec la variabilité des paramètres climatiques. Ce qui veut dire que la tendance détectée, effectivement, c'est avant tout l'effet du climat qu'on voit, et ce n'est pas l'effet des usages. Après aussi, hein, je reviens un peu vers cette question, est-ce que c'est le changement climatique? Il faut faire attention. Est-ce que c'est... Bien sûr, c'est aussi, Yves l'a très bien présenté, il y a aussi une variabilité naturelle. Il faut la tenir en considération. Et pour le montrer, évidemment, on a regardé des indices de sécheresse qui sont aussi intervenus dans la modélisation empirique. Et c'est effectivement, là aussi, c'est deux indices de sécheresse, mais il faut quand même dire, les années, et vous allez le voir aussi par la suite, les années 60 étaient relativement humides et les années 2000 très sèches. Donc effectivement, si vous faites une tendance d'une période humide, forcément, la tendance est plus forte que si c'est les contraires.
Et après, quand même, avec ce modèle empirique, l'avantage, vous pouvez faire des tests de sensibilité, comment ça réagit par rapport à des changements de température et des précipitations. Et on a fait des estimations. Donc, évidemment, si on adopte le fait que, hop, là aussi, peut-être le réchauffement climatique représente déjà une augmentation de la température d'un degré et demi. On pourrait dire qu'effectivement, ça devrait traduire une baisse de la ressource en eau de 20%. Donc, on pourrait quand même dire que voilà, si le changement climatique a déjà un impact très concret chez nous dans la région, plutôt une baisse de 20% de la ressource en eau. OK. Après, on a fait des projections aussi pour le futur. Je ne veux pas trop rentrer là-dedans. C'est avec le différent, parce que Yves l'a bien présenté. Les deux scénarios, c'est les scénarios du GIEC, ça a un peu changé. Là, un scénario modéré, une augmentation de la température de l'ordre de 2 degrés. Et vous avez compris, on est plutôt dans la trajectoire de l'augmentation de 4 degrés. Vous voyez, qu'est-ce que ça représente pour l'évolution future et jusqu'à l'horizon 2100. Et chez nous, dans la région, effectivement, c'est des modèles empiriques assez basiques, mais ceci veut dire que peut-être on pourrait perdre encore jusqu'à 80% de la ressource en eau. Autrement dit, les fleuves, oubliez-la, de l'eau, on n'en aura plus dans la région. Par contre, effectivement, si on arrive à s'adapter, baisser l'augmentation les effets du changement climatique, peut-être on a encore une marge à laquelle on pourrait s'adapter. Voilà, donc on a présenté un peu ce résultat et effectivement on était un peu surpris. Il n'y avait pas beaucoup de réactions par rapport à ça. Ça fait 15 ans qu'on publie là-dessus. Arrive la crise de sécheresse 2022-2024. Et effectivement, tous les monde s'affolent, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Pour nous, effectivement, les questions qu'on s'est posées, c'est d'un côté, pourquoi on n'a pas pu venir cette évolution? Parce qu'encore, ça fait quand même 15 ans qu'on publie. L'autre question qui est aussi intéressante, pourquoi ici, dans les PO, on était beaucoup plus affectés? Parce qu'on parlait surtout ici de PO, mais aussi un peu de l'Aude. Je vous ai montré que dans l'Aude, dans l'Hérault, l'Orbe, la tendance est la même. Mais pourquoi on parlait beaucoup moins de ces régions-là? Et là aussi, Yves a très bien un peu le mentionné, parce que en tant que géologue, en général, on a cette vision. La vulnérabilité, c'est l'évolution des aléas. Je m'intéresse au tremblement des terres, ou peu, est-ce que ça augmente ou pas. Mais en réalité, bien sûr, la vulnérabilité, ce n'est pas ça. Donc, j'adapte un peu la définition du GIEC. Donc, effectivement, c'est les aléas, mais aussi la sensibilité par rapport dans ce cas, la ressource, et aussi la capacité d'adaptation. Évidemment, nous, en géosciences, on peut étudier l'évolution des aléas, mais effectivement, si on veut comprendre ça, qui est une grosse partie de la vulnérabilité, il faut aussi il y a évidemment, ça c'est pas, j'ai changé, il faut regarder un peu les sciences sociales humaines pour retrouver des réponses à ça. Hop. Et là, ce qui fait qu'il y a aussi une troisième thèse qu'on a démarrée. C'était pas moi l'encadrant principal, c'est avec un collègue géographe, Guillaume Lacmont, donc spécialiste de la ruralité. On a commencé un peu de s'interroger, interroger le monde agricole, qui est comment eux, ils perçoivent la baisse de la ressource. Donc évidemment, c'est la thèse de Vassili. Et on s'est intéressé au bassin versant de la Tête en particulier, sauf que Vassili n'a pas parlé du bassin versant, il a parlé du bassin déversant, parce qu'évidemment, c'est l'ensemble des territoires qui profitent de l'eau qui est créée dans les bassins versants de la Tête. On pourrait aussi se poser la question pourquoi la Tête, pourquoi on s'est focalisé.
un tableau un peu compliqué. Mais je voulais juste insister, la tête, vous voyez, c'est le bassin avec le plus de relief. On a 20% de neige, dans les autres bassins, beaucoup moins. Mais ce qui est intéressant, c'est la quantification de l'irrigation par rapport au débit total. Et dans les bassins de la tête, effectivement, il y a 3/4 de l'eau qui va dans les canaux d'irrigation. Ce qui ne veut pas dire que cette eau est perdue, il y a une bonne partie qui revient, mais on a énormément de l'irrigation chez nous. Et effectivement, ça, c'est une spécificité. Pourquoi on a cette irrigation? Ce n'est pas parce que les agriculteurs sont plus démesurés ici qu'ailleurs. Simplement, on a beaucoup de relief. L'eau arrive au printemps, on a besoin de l'eau. Donc, c'était la géographie, la morphologie est particulièrement adaptée à l'irrigation. Et ce qui se voit aussi, voilà, c'est peut-être pas très au niveau faut que de l'occupation de l'occupation de sol. Vous voyez qu'effectivement partout un peu dans le sud, c'est quand même la viticulture qui domine. Chez nous, c'est pas que la viticulture, on a aussi de l'arboriculture. Les pratiques agricoles sont beaucoup plus diversifiées chez nous à cause de cet accès à l'eau. Et après, alors qu'est-ce que ça veut dire cette thèse avec Vassili? Donc, on a fait des enquêtes semi-directives. On a interrogé les agriculteurs de différents types. On a aussi interrogé les structures agricoles, les ASA, les chambres d'agriculture, un peu pour savoir comment et après, on peut exploiter les données de manière quantitative avec des logiciels qui sont adaptés. On a essayé de faire ce récit. Donc évidemment, je veux juste deux résultats qui étaient intéressants, parce que d'un côté, en interrogeant les ASA, les syndicats qui s'occupent de l'irrigation, ceux qui étaient en amont du bassin, en amont du barrage, étaient beaucoup plus conscients de l'évolution de la ressource vers la baisse que ceux qui étaient en aval. Pourquoi? Parce que ceux qui étaient en aval, ils avaient la tête à voir, donc il faut gérer la gestion du barrage, il faut ouvrir les vannes. Donc ils ont toujours, pour eux, c'était évidemment, c'était une question technique, mais ils ont pas vu l'évolution de la ressource. Et ça, c'est aussi un renseignement très important, parce que si vous avez des solutions techniques, c'est très bien, mais ça peut obscurer l'évolution que vous ne voyez tout simplement pas ce qui se passe. Et de l'autre côté aussi, j'interviens, on a vu aussi les agriculteurs, il y avait deux stratégies un peu par rapport à la ressource qui baisse, une stratégie un peu palliative. Il faut que je trouve des pompes supplémentaires et tout ça, il faut que je trouve de l'eau en plus. Mais effectivement, avec ça, vous ne baissez pas la vulnérabilité. De l'autre côté, c'est la stratégie adaptative, c'est-à-dire les agriculteurs qui ont compris on aura de moins en moins d'eau. Mais effectivement, ce qui était intéressant, c'est pas parce que souvent, je suis interrogé aussi, c'est pas du tout ma spécialité. Alors, est-ce qu'il faudrait plutôt cultiver des pistaches ou des oliviers et tout ça? Mais la première chose pour les agriculteurs, c'est pas l'euro, c'est effectivement de se rendre indépendant des réseaux de distribution, des commercialisations, pour regagner une liberté de s'adapter. Parce que ça, c'est aussi le problème principal. Les agriculteurs, ils n'ont pas la possibilité de s'adapter. Ils sont enfermés dans un système de production et de commercialisation. Donc, ils n'ont pas la latitude de changer les choses. Ok, et justement, c'est ce qui est intéressant. Et là, je reviens un peu au sujet de ma présentation. L'idée, c'est maintenant de revenir un peu en arrière. Donc, c'est une thèse qu'on veut démarrer. Donc, on cherche d'ailleurs encore des candidats. Donc, dans ce que j'ai présenté, effectivement, les aléas, c'est souvent, on peut faire des projections pour l'avenir, mais effectivement, on veut aussi un peu remonter dans le temps pour comprendre pourquoi on est arrivé là où on est aujourd'hui. Donc, c'est avec un collègue historien, Nicolas Marty, qu'on affiche un peu cette thèse. Ce qu'on a fait aussi, parce que l'avantage, c'est les modèles empiriques qu'on a pu établir dans le cadre de la thèse de Camille. Donc, on les a recalibrés parce qu'en intégrant aussi la sécheresse récente,
on a des très bonnes corrélations de 0,88. Donc, effectivement, on a pris ces modèles. Et ce qui est un peu nouveau, ce que je présente ici, on a essayé de reconstituer le débit de la tête au cours des derniers siècles. Là, pour effectivement, au cours du siècle dernier, c'est d'autres types de données. On a comparé avec la période récente. Les corrélations sont toujours très très bonnes, 0,8. Après, il y a d'autres jeux de données qui sont aussi produits un peu pour des études paléoclimatiques. Effectivement, c'est peut-être un peu plus un peu questionnable parce que Mais effectivement, vous voyez qu'on a l'évolution de la tête jusqu'au début du XVIIIe siècle. Quelque chose d'intéressant à retenir, parce qu'évidemment, la sécheresse qu'on a observée, la sécheresse récente, ce n'est pas la seule sécheresse qu'on a connue au cours du siècle dernier. Effectivement, il y a une grande sécheresse, on parle souvent, c'est la sécheresse des années 1920. On le voit très très bien apparent. Quelque chose qui est peut-être un peu moins connu, c'est aussi à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait aussi une très très grande sécheresse. Et effectivement, on le retrouve très très bien représenté ici. Information aussi intéressante, la sécheresse récente 2022-2024, c'est quand même la sécheresse la plus importante depuis plusieurs siècles. Ça, c'est quand même à retenir. Donc, pourquoi je mentionne ça? Parce que vous avez peut-être, je ne veux pas rentrer dans la polémique, en tant qu'universitaire, on s'est permis un peu de s'exprimer sur l'idée, est-ce qu'il faut forcément construire un golfe dans la région? Mais ce qui était intéressant, parce que si vous regardez dans l'argumentaire, parce que ça a été le recours pour le golfe a été rejeté, parce que, comme aussi c'est 2025, elle n'a plus de revenus, et la conclusion, c'était ah non, c'était une crise conjoncturelle et pas une crise systématique. C'est quand même, si on regarde, effectivement, il faut quand même garder en tête, c'est l'événement le plus sévère depuis au moins 300 ans. Après, ce qui est intéressant aussi, parce que il faut mettre en corrélation l'évolution des pratiques en fonction de la révolution de la ressource en eau. C'est aussi la raison pourquoi on s'intéresse, on veut remonter jusqu'au début du 18e, parce que l'agriculture dans la région était complètement différente. Parce que c'était une agriculture qui était déterminée par l'autoconsommation. On a surtout fait du blé. Je vais les montrer pourquoi. Parce qu'on avait faim. Donc, on veut faire que des olives et du vin. C'est sympa pour l'apéro. Mais si on a faim, il faut aussi cultiver autre chose. Après, il y a un grand changement qui s'est produit. C'est au milieu du 19e siècle. Parce que c'est le train qui est arrivé. Donc, on a basculé vers une agriculture d'autoconsommation, vers une culture de marché. C'est-à-dire, on n'a pas cultivé ce qu'on voulait manger, on a cultivé ce qu'on pouvait le plus facilement vendre, partout en France, ou aujourd'hui, effectivement, partout dans le monde. Et après, c'est aussi quelque chose qui est très intéressant, un peu, c'est les années 60, je vais revenir. Ça, c'est la modernisation de l'agriculture. Et voilà. Donc, pour illustrer, hop, voilà, effectivement, ça c'est juste, vous voyez, c'est le premier recensement de l'agriculture. Vous voyez, dans le Roussillon, c'était 70%, c'était des terres labourables, et on a fait du blé. Après, effectivement, du vigne et des olives. Ce qui est intéressant ici, effectivement, c'est ce basculement. Donc là, après, on est basculé surtout vers la viticulture. C'est parce que ce basculement vers les marchés. Quelque chose qui est très amusant, je l'utilise parce que je fais aussi des cours là-dessus, et il faut que j'accélère un peu, sinon en tant qu'enseignant, on est toujours trop bavard. Ça se voit d'ailleurs pas du tout sur cette carte, parce qu'effectivement,
parce que c'était, normalement, il y a un figuré en gris qui devrait être représenté ici. C'était l'époque, il y avait un grand conflit amont-aval dans le bassin de la Tête parce que les irrigateurs en amont autour de Prades, ils n'arrivaient plus à vendre un peu leurs marchandises. Et donc, ils ont réclamé au préfet de construire le canal d'irrigation qui est le plus long dans la région, le canal de Boer, qui s'est construit dans cette période-là. Hop. Et là, je ne vais pas vous faire lire un peu ça, mais c'est intéressant, évidemment, c'était la demande un peu des agriculteurs, un peu avec le préfet. Il faut que vous donnez la permission qu'on puisse élargir notre périmètre d'irrigation, utiliser beaucoup plus de l'eau, parce que les viticulteurs de Laval, ils nous inondent avec leurs piquettes. En plus, ils arrivent beaucoup mieux à les vendre et nous, on reste sur notre marchandise. Donc, vous pouvez vous imaginer la réponse des agriculteurs en aval. Ils ont dit non, 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 ça ne va pas du tout. Ils vont nous bouffer toute l'eau, couper toute l'eau. Et donc, il y a le grand conflit. Le préfet se trouvait au milieu. Les uns qui disent il faut beaucoup plus d'eau. Les autres disent non, 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 il faut nous laisser de l'eau. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est effectivement à l'époque, ce qui est apparu, c'est une collègue anthropologue, sociologue, qui a un peu fait. Il est apparu l'idée parce qu'on a dit c'est bizarre, dans les régions où on fait de l'irrigation, on a beaucoup plus de l'eau dans les puits. À l'époque, effectivement, on cherchait encore l'eau dans les puits, on n'avait pas l'eau à la maison, que dans les régions où on n'irrigue pas. Donc, il y avait l'idée que la reproduction des eaux par l'arrosage. Le plus que vous arrivez, le plus que vous avez de l'eau. Donc, et effectivement, ils ont commencé à faire des mesures. Il y avait de jaugeage et finalement, ok, c'est vrai, on a trouvé. Et ce qui a finalement donné la permission de construire ce canal de Boer. Oui, c'est ok si vous irriguez. Hein. Et c'est très intéressant. Et évidemment, souvent, j'utilise ça en cours. Je me demande à mes étudiants, je fais mes cours d'hydrogéologie. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on peut, en augmentant les usages, est-ce qu'on peut multiplier la ressource en eau? Et évidemment, tout le monde dit, ah, c'est bizarre un peu. Et pour ça, je reviens par rapport à ce que je vous ai montré, effectivement, ma définition de la ressource en eau. Elle n'est pas tout à fait complète parce que ce qu'il faut regarder, bien sûr, la ressource en eau moyenne, ça ne veut pas dire grand-chose. Il y a la ressource exploitable. D'un point de vue naturel, on peut dire c'est le débit minimum de fleuve qu'on peut considérer. Et après, tout ce qui est un peu l'eau qui s'écoule par les crues et tout ça, c'est difficilement exploitable. Vous ne pouvez pas l'utiliser. Hop. Et là, ça ne marche pas toujours, désolé. Et ce qui est intéressant, évidemment, la ressource en eau moyenne, vous ne pouvez pas la changer. Par exemple, mais la ressource en eau exploitable, vous pouvez l'utiliser, vous pouvez le modifier. Et justement, vous pouvez construire des barrages, des canaux, et aussi quelque chose, si vous irriguez, vous rechargez les nappes, c'est-à-dire vous augmentez les débits d'étiage, et forcément, effectivement, ce n'est pas surprenant que vous avez plus d'eau dans les puits. Bien sûr, on peut aussi construire des méga-bassines, mais voilà, vous avez compris, c'est peut-être pas tout à fait la solution adaptée. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'évidemment, ce sont exactement les questions qu'on se pose aujourd'hui par rapport aux stratégies d'adaptation. Est-ce qu'il faut stocker de l'eau dans des méga-bassines ou est-ce qu'il faut stocker de l'eau en réalimentant les nappes de surface qu'on peut après, par la suite, exploiter? Après, encore, il faut que j'accélère parce que il y a aussi une période clé qui est très intéressante, c'est les années 60, parce que là, on est passé à la modernisation de l'agriculture et effectivement, on a fait ça dans une période où on avait beaucoup plus d'eau que la moyenne. Et forcément, effectivement, c'était un peu à l'époque le fantasme. Je trouvais ça, c'est des archives de l'INA, donc qui a été distribué dans les années 60. C'était un peu le fantasme.
en irriguant un peu partout, on va créer dans le sud de la France ce qu'on a appelé la Californie française. On pourra effectivement créer beaucoup plus diversifier l'agriculture. Et effectivement, c'est-à-dire toute la politique agricole qu'on a mis en place à l'époque, effectivement, on l'a fait dans une période où on avait beaucoup plus d'eau que la moyenne. Et effectivement, ce qu'il faut, si vous faites une projection pour l'avenir, il faut aussi, changement climatique ou pas, il faut aussi inclure le fait que dans d'autres conditions, vous avez beaucoup moins. Cette période, et là après, il faut que j'arrive vers la fin, c'est effectivement, c'est aussi la période où un autre type d'activité prend de l'ampleur, c'est le tourisme. La mission Racine, les années 60. Donc, effectivement, et c'est aujourd'hui, on a cette situation dans la région. C'est effectivement aussi le tourisme demande de plus en plus accès à l'eau. Et la question, souvent, j'ai la question, mais monsieur Ludwig, cette pauvre agriculture, est-ce qu'il faut la maintenir? Le tourisme, ça nous rapporte beaucoup plus de fric. Est-ce qu'on ne peut pas renoncer à ces quelques pauvres agriculteurs qu'on a dans la région et développer le tourisme à fond la caisse? Donc, on travaille aussi un peu sur ces aspects-là. Et là, je quitte un petit peu les données, la ressource en eau, tout simplement. Ça, c'est l'évolution de la température à Perpignan. Parce qu'à Perpignan, on a aussi une station météo qui a enregistré depuis 1880. Donc, on a des données aussi à haute résolution. Vous voyez l'évolution de la température depuis 1880 jusqu'à aujourd'hui, de la température moyenne. Quelque chose d'intéressant, ce qui est représenté, je fais le comptage, je regardais le nombre de jours avec une température supérieure à 25 degrés. 25 degrés, c'est la température moyenne, ceci veut dire on a en général une amplitude de 10 degrés journalier, c'est une température de 20 degrés à 30 degrés, mais donc on touche déjà à 30 degrés, ça commence à devenir bien chaud. Et voilà, donc vous voyez qu'effectivement, pendant la sécheresse des années 20, on avait peut-être 30 à 40 degrés, 30 à 40 jours supérieurs à cette température. La sécheresse à la fin des années 40, voilà, c'est 40 à 50. L'année de référence en France, c'est toujours la 2003, la grande canicule. C'était entre 50 et 60. Là, la sécheresse récente, donc on a entre 70 et 80 jours avec une supérieure à cette température. Effectivement, c'est intéressant à retenir. Ça, c'est une étude qui n'est pas du tout dans la région. C'est une étude sur le tourisme. Donc, on peut regarder quelle est la température adaptée pour un tourisme balnéaire. Simplement, on regarde le comportement de... En général, effectivement, si vous êtes là, c'est pour les touristes, c'est une température de trop froid. Là, 27 à 30 degrés, ouais, c'est la température. Au-delà de 30 degrés, le touriste dit c'est trop chaud, je ne vais plus à la plage. Il faut aussi voir qu'effectivement, le tourisme balnéaire qu'on est en train il touche aussi à ses limites. Parce que tout simplement, il fait trop chaud pour aller à la plage. Donc, Par contre, effectivement, là aussi, je fais toujours un peu je miroiter quelques... Vous avez compris, un des grands projets phares dans la région, c'est l'installation du Club Med au Barcarès, donc 200 millions d'euros d'investissement. Donc, on est toujours dans des idées de développement économique qui ne sont pas du tout adaptées à l'évolution du climat. Je voulais aussi parler, effectivement, mais je pense que j'ai épuisé mon temps. Je voulais un peu parler de la viticulture, mais je vais zapper un peu ça parce que je veux quand même être disponible pour quelques questions. Et voilà, donc je m'arrête ici. Désolé, j'étais un peu trop longue, mais c'est toujours difficile. Une fois on a commencé à parler. Voilà.